Ce plateau pour prendre justement le tout premier invité de ce soir. Stella, vous l'annoncez il y a très peu de temps. Il s'agit donc de Harold Badibanga Chimankinda, qui est porte-parole du Congrès national congolais, parti politique de la majorité présidentielle. Monsieur Harold, bonsoir et bienvenue dans... Bonsoir, merci. Alors avec vous, on va parler de ce qui convient désormais d'être qualifié d'hypothétique élection de gouverneur et vice-gouverneur de province nouvellement démembrée. On sait qu'après 3 rallonges, la commission électorale a fini par reporter s'inédit les élections, le calendrier électoral de ces élections. Et du coup, les spéculations se portent bien dans l'opinion, dans les microcosmes politiques. Nombreux sont ceux qui sont d'accord que ces scrutins ne se tiendront plus jamais. Est-ce que vous partagez cet avis? Non, écoutez, nous sommes dans une démocratie parce que la République démocratique du Congo elle-même s'appelle par essence République démocratique, allez-y comprendre, et que le Congrès national congolais, le parti politique cher à l'honorable Pius Mwambi Mukala, dont je suis porte-voix, parole autorisée, s'inscrit dans la logique de la démocratie. Et donc, qui dit démocratie, rime avec la liberté de chacun de penser à haute voix et de faire valoir son idée. Alors, si sur les 70 millions de Congolais, il y en a qui pensent que les élections dont question ne se tiendront pas, cela ne fait pas de ces élections hypothétiques, comme vous l'avez insinué dans votre annonce tout à l'heure. Donc, nous sommes au Congrès national congolais des légalistes, nous sommes au Congrès national congolais des pragmatiques. Nous disons que l'indépendance de la Commission électorale nationale indépendante est de mise, et c'est à elle d'organiser ce scrutin. Et lorsque, en toute indépendance, la CENI, qui en a seule les prérogatives, estime que pour une raison ou une autre, nous pouvons reporter légèrement ces scrutins, il n'appartient pas à une certaine classe politique à mal de positionnement de s'agiter pour entraîner le peuple dans la boue, pour lui faire comprendre que la majorité politique en place n'a pas la volonté d'organiser les élections. Voilà, en tout cas, nous savons que pour nos amis de l'opposition, c'est ce dialogue-là, ce langage-là, voulais-je dire, qui peut passer dans la mesure où elle n'a plus rien d'autre à proposer à la population au moment où la majorité politique actuelle en République démocratique du Congo propose à la population de nouvelles aérogares, les hôtels de gouvernement. Pragmatique, c'est ce qui inquiète aujourd'hui, c'est ces reports devenus en quelque sorte infernal. Hein. Écoutez, infernal. Pourtant, l'État ne pardonne pas ceux qui... Écoutez, nous ne sommes pas, en tant que République, nous ne sommes pas, en tant que pays, premiers en termes de report des événements, même si ces événements sont très importants. Alors, il est malicieux, il est moins sérieux de penser que lorsque la Commission électorale nationale indépendante reporte la date d'un scrutin, c'est la majorité présidentielle qui reporte. C'est quand même un anodin et irresponsable quelque part, dans la mesure où il est un secret de polichinelle que la Commission électorale nationale indépendante, par essence, elle est indépendante. Et cette indépendance est garantie par le fait que cette CENI regorge en son sein les membres venus de différents horizons politiques en République démocratique du Congo. D'où vient cette malice fondamentale qui fait que lorsqu'un acte est posé par la Commission électorale nationale indépendante dans ce pays, on estime que soit c'est la majorité présidentielle ou M. l'abbé président Malou est membre de la majorité présidentielle et qu'il dormirait un matin, il réciterait les Ave Maria, il viendrait sur la place publique avec des décisions. Ce qui n'est pas vrai. Quand on sait que cette CENI a innové, cette CENI a innové depuis que la CENI existe en République démocratique du Congo, c'est qu'il y a au moins une plénière. Elle agit toujours indépendamment, certes, mais vous ne pensez pas que c'est un blocage dans la gestion des nouvelles provinces, des reports à répétition de ces élections? Madame, ça aurait été un blocage si et seulement si la CENI nous disait en tant que pays qu'elle est incapable d'organiser ces scrutins-là. Mais du moment qu'elle nous dit que pour telle raison ou telle autre, pour des raisons évidentes, elle n'est pas bloquée,
mais elle reporte légèrement l'organisation de ce scrutin. Quoi de plus normal pour des patriotes comme nous de comprendre que nous sommes dans l'obligatoriété de soutenir et d'aider la CENI à aller jusqu'au bout au regard des attributions qui sont les siennes. De la préparation ou de la précipitation avec laquelle on est en train de mener ces processus, parce que c'est la conséquence logique du découpage qui, on le sait, est en train de Je finis d'abord la seconde manche de ma réponse pour dire que c'est bien au contraire les prophètes des malheurs qui parlent du blocage alors qu'il n'y a pas blocage. Report, en ce que je sache en français, ne dit pas blocage. Ça c'est de un. Mais blocage, il y en a. Blocage, il y en a. Parce qu'aujourd'hui, il y a une sorte de vide juridique. Aujourd'hui, on sait qu'après éclatement, les assemblées provinciales devraient se retrouver dans leur circonscription, tout ça, tenir des plénières extraordinaires. On sait qu'aujourd'hui, les nouvelles provinces nouvellement démembrées n'ont pas de gouverneurs à leur tête. Et du coup, c'est un blocage, c'est un vide juridique qui s'installe. Avant d'aborder la question relative au vide juridique qui n'existe pas, je vais le démontrer. J'aborde d'abord la question relative à la précipitation. Il n'y a pas de précipitation. En ce que je sache, il y a des normes, il y a des us et coutumes qui sont utilisables dans un processus électoral. Alors, quand on parle de la précipitation, c'est quoi la précipitation dans la mesure où ceux qui crient à l'illégalité du démembrement de ceci, la précipitation, devraient être les premiers à saluer le fait qu'une disposition de la Constitution qui n'a pas été respectée, en ce que je sache, sans crainte d'être contredit depuis 2006, a été matérialisée. Nos amis de l'opposition devraient applaudir, mais je me rends compte, in fine, qu'ils ne sont là que pour chercher ce qui ne va pas. Quand ça va, ils sont très mal à l'aise dans leur drap. C'est quand ça ne va pas qu'ils peuvent avoir un petit discours, comment mentir la population. L'opposition, justement, pour je suis un acteur politique, je ne parle pas de cadeaux à nous faire dans la mesure où nous-mêmes de la majorité, nous n'avons nullement pas le temps de faire de cadeaux à l'opposition, mais il y a plutôt des choses dans la démocratie, dans un pays, ce pays qui nous appartient tous, dans lequel nous avons les mêmes droits et les mêmes devoirs, disais-je les choses qui doivent nous mettre d'accord. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec les adversaires de la majorité que lorsqu'ils posent des actes constitutionnels, qu'on doit se réserver de les féliciter. Alors, si vous pensez que vous êtes incapable sportivement, comme dans une démocratie, de féliciter, au lieu de pérorer dans le mensonge, vous devez vous taire. Alors, revenir à cette éternelle question de vide juridique, non juriste de mon état. D'abord, je suis à même de le dire à quiconque peut m'entendre ici, il n'y a pas de vide juridique. C'est quoi un vide juridique? On parle d'un vide juridique lorsqu'il y a un fonctionnement, lorsqu'il y a dans le fait un comportement qui n'a pas été prévu par les lois de la République. Or, in specie casus, nous nous rendons compte qu'avant l'installation officielle et définitive des institutions provinciales dans chaque nouvelle province issue des anciennes provinces anciennement configurées, il a été clair que les gouverneurs qui sont sur place, les assemblées provinciales qui sont sur place maintenant, font ce qu'on appelle assurer les affaires courantes. Et ces affaires courantes, mon cher ami, ne sont pas assurées par les gouverneurs, les institutions provinciales, seulement dans les provinces dans lesquelles ils vivent. Les institutions provinciales continuent à exercer leur pouvoir sur l'ensemble des anciennes provinces dans leur configuration ancienne et non prêter le flanc aux confusionnistes pour estimer que par exemple, pour le cas de la province du Kasaï oriental, le gouverneur Ngoué Kassanji n'est gouverneur que pour l'actuelle province du Kasaï oriental et il n'a plus autorité au moment où je passe sur ce plateau de télévision sur l'actuelle province du Sankourou, sur l'actuelle province de l'Omani. Ce n'est pas faux, mais c'est archi faux. C'est un langage des ennemis de la République qui veulent faire comprendre que l'autorité de l'État, pour le moment, n'existe plus dans
les actuelles provinces reconfigurées qui n'ont pas encore de gouverneur. Mais il y a un problème, vous connaissez jamais qu'il y a un problème dans l'ex-province orientale, tout comme dans l'ex-province des problème des recettes. Les provinces nouvellement créées ne veulent pas envoyer leurs recettes au niveau de Mandaka, encore au niveau de Kisangani. Cela ne veut pas dire qu'il s'agit d'un vide juridique. Il s'agit plutôt de la mauvaise interprétation de loi de la République par certains administrés ou des chefs d'administration comme les administrateurs de territoire. Et là, j'interpelle les gouverneurs comme Jean Bamanis et tout autre gouverneur qui ferait face à pareille situation. Il doit faire parler la loi et l'administration. Dans la mesure où, si nous laissons couler des choses comme ça, c'est comme si mon pays se transforme en une vendetta alors qu'il n'en est pas le cas. Donc, je voudrais le dire une fois pour toutes qu'il ne s'agit pas ici d'un vide juridique. Les nouvelles provinces reconfigurées continuent jusqu'au moment où les nouveaux gouverneurs seront élus à être administrés. Ils seront élus en 2016. Je préfère blaguer comme tu blagues. Ils seront élus. Je sais de quoi je parle. Même s'ils peuvent être élus en 2028, je dis que la loi de la continuité de services publics est de mise. Donc il ne faut pas que ceux qui sont professionnels du chaos, qui manquent un discours à tenir, profitent de cette situation-là pour dire il y a un vide juridique, c'est faux et archi faux. Alors, de Badibanga, le calendrier électoral subit des sérieux coups liés à des contraintes, certaines contraintes. L'idée d'un consensus autour du calendrier ne tient-il pas debout, selon vous, aujourd'hui? Non, écoutez, nous, au Congrès national congolais, nous sommes de ceux qui pensent que le dialogue est un agent pacificateur des conflits interhumains. Encore que même sans conflit, on est encore et toujours obligé de dialoguer. Alors, lorsque la Commission électorale nationale indépendante, fomentée par le peuple congolais, cette CENI ne vient pas du paradis. Elle a été mise sur pied par la volonté du peuple congolais d'une manière ou d'une autre. Lorsque, dans une république, le peuple, qui, je l'ai toujours rappelé, dans une démocratie, vaut ce que Dieu le Père vaut pour les chrétiens, il est capable de faire ce qu'il a fait, de faire ce qu'il a fait, peut décider que l'on se réunisse autour de n'importe quelle question de la République. Et là, je préfère être clair, il n'y a pas de question taboue dans une démocratie, surtout lorsque c'est le peuple qui le veut. Alors, quoi de plus normal que lorsqu'on parle du dialogue, d'un échange autour du processus électoral, que ceux qui pensent que ce pays nous appartient tous comme nous se réjouissent. Donc, faut-il dialoguer pour ça? Je précise qu'il ne faut pas dialoguer seulement pour ça. Il faut dialoguer pour toutes les questions de la République, y compris celle-là. Donc, il n'y a pas de question tabou. Même lorsqu'il s'agit, j'ai suivi mes amis de l'opposition porter des t-shirts pour intimider les gens, non au glissement et tout. Écoutez, ni l'opposition, ni la majorité dans ce pays, aucune plateforme ne peut se substituer au peuple congolais. Nous, dans la majorité, nous, au Congrès national congolais, nous laissons la liberté à nos amis de l'opposition de penser ce qu'ils pensent. Mais aucun d'entre nous n'a la possibilité ni le droit de se substituer au peuple congolais. Donc, je préfère que ceux qui disent non au glissement viennent le dire autour d'un échange, autour d'un dialogue, parce que nous ne pouvons pas embraser le pays à cause de n'importe quelle question que ce soit. Le non au glissement, le oui au glissement, s'ils sont patriotes, s'ils sont des Congolais, ils n'ont qu'à venir faire part de leur point de vue avec leurs frères, avec leurs compatriotes. Ça ne se discute pas. Alors, vous rencontrez quelqu'un qui dit non au glissement. Très bien. Non au troisième mandat du président de la République. Très bien, encore que le président de la République ne vous a jamais dit qu'il veut le troisième mandat. Mais est-ce que c'est pour cela que tu dois refuser de le dire au président de la République dans une réunion, dans un dialogue, dans un processus? Et qui ne l'est pas. Ça tient compte des termes des références. Si on trouve que des références, ça, ce sont des êtres pas avec l'esprit de la Constitution. Mon ami, et opposable à tous. Je suis désolé. Lorsque vous me parlez des termes de référence,
comme si les termes de référence doivent être changés par ceux qui ne participent pas au dialogue. Non, si vous n'êtes pas d'accord avec les termes de référence, venez les changer avec nous. Alors, quand vous évoquez la Constitution, ce n'est pas prévu par la Constitution. Je suis en train de me demander, mais quelle disposition de la Constitution a interdit un dialogue d'une manière ou d'une autre, dans la mesure où nous, en juriste, nous disons ubilex non dixit, non dixit ta quit. Là où la loi a voulu dire quelque chose, elle l'a dit. Là où elle n'a pas voulu dire quelque chose, elle s'est tue. Cet adage juridique est renchéri par un autre. Ubilex non distinguit nec nos distinguere debemus. Là où la loi n'a pas distingué, nous n'avons pas le droit de distinguer. Alors quand vous nous faites comprendre ici que la Constitution de la République démocratique du Congo a dit explicitement dans une disposition quelque part que les Congolais n'ont pas le droit de dialoguer, je suis ahuri, je suis estomaqué dans la mesure où en droit tout ce qui n'est pas permis est interdit. Donc tout ce qui n'est pas interdit plutôt est permis. Donc dans la mesure où la Constitution n'interdit pas un dialogue entre des Congolais pour n'importe quelle situation que ce soit, donc cela est constitutionnel. Je salue les amis de l'opposition et même ceux de la société civile qui comprennent que même lorsqu'il y a guerre armée, tout finit toujours par se résoudre autour d'une table. Alors, aujourd'hui, nous n'avons pas de guerre armée, nous sommes des frères. L'âme du Congolais est indivisible, que l'on soit de Kabe Kamora, que l'on soit de Manono, que l'on soit de Bokungui, que l'on soit de Ariwara, que l'on soit de Noki. Nous devons dialoguer et pourquoi pas, on doit nous dire en face de nous là, pourquoi on ne veut pas dialoguer? Parce que nous, au sein de la majorité, nous avons besoin d'une opposition forte, d'une opposition responsable pour le bien de la République. Justement, Harold Badibanga, l'UDPS compte également participer au dialogue. Pensez-vous qu'elle signe son arrêt de mort, comme certains membres de l'opposition? Arrêt de mort pour un parti politique qui s'inscrit dans la logique de dialoguer pour le bien de la République. Ce sont les ennemis de la République qui estiment que dialoguer, c'est tuer la République. Dialoguer, c'est s'assassiner. Mais lorsqu'ils estiment que la meilleure façon de sauver la République, c'est aller signer des accords incestueux avec la nébuleuse communauté internationale, sans adresse au détriment de la République. Prenons le cas de notre compatriote Roger Lumbalo Achiteng et l'attitude de Etienne Tshisekedi Wamulumba, président de l'UDPS. Vous estimez que le fait d'aller flirter avec le M23 de triste mémoire comme l'a fait Roger Lumbala pour couler le sang, faire couler le sang des Congolais, et ça c'est très bon. Et le fait pour le leader de l'UDPS d'accepter de dialoguer autour du processus électoral en République démocratique du Congo, c'est cette attitude qui est mauvaise. Je tire une sonnette d'alarme, je profite de votre plateau, madame et messieurs. Mon pays est victime d'un complot international sur la balkanisation. Et tout ce que vous voyez là est fomenté quelque part pour que les compatriotes soient achetés avec des promesses fallacieuses pour profiter, pour plutôt contribuer à l'invivabilité de la situation en République démocratique du Congo, afin que le balkanisateur en profite. Et si tu sais qu'il ne s'inscrit pas dans cette logique, moi je le salue et je pense qu'il ne faut pas lui en vouloir. C'est à d'autres opposants de lui emboîter le pas pour venir parler de la République. Comment faire justement avec pour les pousser les compatriotes autres à revenir au bon sentiment et justement adhérer à ces processus de dialogue qui, bon, on sait, comment ne faire? pas toujours. Comment faire? Je le fais déjà bien sur ce plateau de télévision. Je les invite. Recadrer plutôt les termes de référence. Je les invite. Toucher au Attendez. Moi, je ne suis pas habitué à être perturbé par un journaliste qui me pose 3 questions au même moment pour ne pas me permettre de donner la vérité à mes compatriotes. Heureusement que je retiens toutes les questions, je vais y répondre. Je reviens sur le fait que comment les convaincre. Je suis en train de les convaincre. Je nous invite à venir au dialogue. Et comment le faire? Le président de la République l'a si bien déjà fait avant nous, en invitant tout le monde à titre individuel. Invitation.
pour qu'il aille au palais de la nation pour échanger avant le dialogue. Mais grande était ma surprise de manière négative lorsque j'ai même vu un parti politique, l'Union pour la Nation, pour ne pas la citer, qui a fait une déclaration in extenso pour dire que Joseph Kabila n'envoie plus son émissaire à l'UNC. Donc c'est pour dire qu'il y a des compatriotes qui ne sont pas prêts pour aller au dialogue, quoi qu'il en coûte. Mais ce pays n'étant pas le pays de Kabila seul, le pays de Tshisekedi seul, le pays de Kamerhe seul, le pays d'Harold Badibanga seul, de Pius Mwabilu seul, de Ramazani libéré. Ce pays nous appartient à nous tous, nous y avons les mêmes droits et les mêmes devoirs. Alors celui qui estime qu'il ne peut pas se rallier à ses compatriotes pour parler du salut de la République, c'est son problème, parce que le pays doit fonctionner avec ou sans vous, parce que nul n'est indispensable dans ce pays. Alors par rapport au terme de référence, je dis que toute œuvre humaine est toujours faillible, il n'y a que Dieu qui est infaillible. Lorsque vous avez des revendications à faire, vous ne pouvez pas les faire si vous estimez que ces revendications doivent avoir du répondant en face. Vous ne pouvez pas faire ces revendications dans votre chambre à coucher. Lorsque vous estimez qu'il y a des termes de référence qu'il faut changer, il y a non seulement d'interlocuteurs valables pour ça, il y a aussi des canaux à utiliser pour le faire, il y a aussi des endroits utilisables. Donc, je pense que, pour finir, la main tendue du président de la République est à profiter, elle est en train de donner du fruit, dans la mesure où aucun pays au monde ne se conçoit sans dialogue, sans démocratie. Voilà pourquoi nous, au Congrès national congolais, nous sommes prêts pour le dialogue et nous invitons quiconque à venir échanger et surtout à ne pas penser que la CENI est bloquée. Pas du tout. La CENI fonctionne bien au contraire. En tant que parti politique, nous devons l'aider à fonctionner bien dans son indépendance. Elle n'est pas bloquée, mais elle s'est trouvée être butée à des difficultés. Merci d'évoluer, parce que d'entrée de jeu, quand j'ai pris place sur ce plateau, vous avez insinué qu'elle est bloquée. Les difficultés auxquelles vous faites allusion, elles sont imminentes à toute vie, à tout fonctionnement d'une structure. Merci, Harold. C'est un plaisir de vous recevoir, Harold de Bellarmin Badibanga. On rappelle que vous êtes porte-parole au Congrès du Congrès national congolais, le CNC, parti cher au député national Pius Mwabilu Mbayou. Le plaisir est partagé et à tout moment que vous aurez besoin du porte-parole du Congrès national congolais, il sera toujours présent. Vous serez les bienvenus. Merci, madame. Merci. Allez, on va prendre une toute petite pause, on reviendra juste après.